No, I'm good, thank you. Coffee? Yes, please. Yes. Milk? Cream? Testing, testing. Head of the table, if you can. Really? Yeah. I don't know about that. The man at the center of the controversy. Put milk in that for She said milk, right? Not Yes, exactly. So we're back to the same population. These racist teachers have got to go. Hey, hey, ho, ho. These racist Fuck you, George. You don't want to hear a goddamn thing you have to say. You talk so fucking much. No, you shut the fuck up. These white-ass faculty members need to be holding him and all these people accountable. We don't need to be doing all things. And I want to thank the council for the incredible plan you have put together. Please let's all give them a applause. Time now for campus craziness, and tonight the title is not an overstatement, it really is crazy. Consider Evergreen State College in Washington and Olympia. Every year the school holds a day in absence. In years past, non-white students symbolically left campus and attended anti-racism events. This year, student activists demanded that all white people leave campus or else. Brett Weinstein refused. He's a professor at Evergreen State, and he called the race-based demand, quote, a show of force and an act of oppression. In response to that, here's what happened. This is not about you. I'm talking about this is all about him. On terms of white privilege. This is not a discussion. You have lost that one. You said some racist. Can you apologize? I did not. Stop telling people of color they're useless. You're useless. Get the History could pivot in the direction of the values that you are standing here for. Yeah, resign. What? Resign. I'm not resigning. Wow. Professor Brett Weinstein joins us now. Professor, first of all, thank you for coming on. That looks like something, out of Phnom Penh, 1975. Was that, what exactly was going on there? What happened? Well, what happened is that 50 or so students decided to disrupt the class that I was holding that morning and demand my resignation. Because you wouldn't leave campus because you're white? Well, they imagine that I am a racist and that I am teaching racism in the classroom, and that has caused them to imagine that I have no right to speak, that I am harming students by the very act of teaching them. What happened after the video cut out? Well, that's an interesting story. The campus police apparently showed up outside of the classroom. The protesters then blocked their entrance. I did not call the police. Someone else called the police, and they were concerned for my safety. But when they tried to come into the building to make sure that I was okay, the protesters blocked them. And because the issue of policing is so sensitive at the moment, the police had to run around and find another entrance to the building to get inside and check with me. At the point they did that, the protesters moved on and corralled the president of the college at his office. They extracted some demands from him. Among the demands was that there would be a meeting, well, actually, demands is perhaps the wrong word, a concession, that there would be a meeting at 4 o'clock in a large room on top of our library building. That meeting took place at the end of the day, and believe it or not, it was far crazier than the video that you just showed. This whole story is so over the top that even though we do a lot of these, it's hard for me to believe it's real. So the core demand is that all people of your skin color leave the campus. Your president is a guy called George Bridges. Where was he? Bridges. Why isn't, there he is right there. George Bridges is supposed to be running this school. Why is he allowing a mob to threaten one of his professors? Well, I must say, I have some concern that the story is so strange that it's not even going to make sense to an audience that isn't local to the campus. Dr. Bridges is allowing this mob to effectively control the campus, and
They have been in control since 9:30 on Tuesday morning. At this moment, I believe Dr. Bridges is answering a set of demands put forward by the protesters, and they have said that if he does not accept their demands, that there will be violence. I do not know what his response to those demands is going to be, but I know that that's taking place at this hour. He has also told the police to stand down. So although the campus police have a sense of what it is that needs to happen in a circumstance like this, they have been hobbled by the fact that they answer to the college administration, and in fact for several days have been barricaded in the campus police station. Oh my gosh, this is like something out of another country. It's just hard to believe any of this is real. And just, our viewers should look this up online, because there's a lot of pieces to the story. It's hard to convey on television, but you had this, I thought, powerful line in your letter, and I assume you're no kind of right-winger. If you teach at Evergreen, I'm sure you're, a Hillary voter, but you had this No, line. not a Hillary voter. I'm a deeply progressive person, and Oh, okay. I must say there you go. I'm troubled by what this implies about the current state of the left. Well, you think? You said people shouldn't be allowed to speak or not on the basis of their skin color, which seems like a foundational belief of the left, and one that I agree with strongly. And for that, they physically threatened you and are trying to get you fired. It was not well thought out. Conceptually, it seems good. We're sending the college down the river. Well, I mean, I did, and I must say this is very uncomfortable for me, because I think if there are two populations that really have an extremely strong claim in the U.S. to consistent structural oppression, it's Indians and Africans, people of African origin. Emotionally, I'm on board with the idea of, a canoe journey to somewhere, but this looked like they had cloaked a freight train in the imagery of a canoe. Oh, hold on 1 second. Hold on. The senior administrators, you have to ask for permission and commit some things before boarding the canoe. So can we step back out? So I would like to board the canoe because I'm committed to enhancing and furthering inclusion and equity in our campus community among both students and staff, faculty, and to do that with compassion and kindness. Personally, I am committed to making Evergreen a more student-ready campus, and as a provost, I am committing resources to help train our faculty to be able to promote equity and inclusion in the classroom and outside the classroom. I carry with me the legacy of boarding schools, and I carry with me the legacy of adoption, forced adoption. And I'm here because I refuse to continue to be assimilated. I refuse. And I refuse to let whiteness consume me. And I'm going to say that word explicitly, whiteness. I refuse. I refuse for my mother. I refuse for her mother, for my grandfather, for my ancestors, for my brothers and sisters, my relatives today. I refuse. I'm here and I commit the position of privilege and power I occupy as the president of this college to invest in this council, its initiatives, and its plans. Sitting there in this room with several hundred other people, and I can, in my mind, almost count the people in the room who understand that something terrible is afoot, who understand that A, this is a bizarre way to do this,
this. B, it's duplicitous. They've told us that they're sharing this document. They've told us that we're going to be able to discuss it, and then they've threatened us for daring to think about questioning it. And so there's a way in which, sitting in that room, you know, I knew that Heather was a couple blocks away and that she would understand this exactly as I did. I knew that there was, I hesitate to say it, but there was a dean who I knew wasn't going to say anything, but he knew how wrong this was. And so there's a way in which there's a sea of people engaged in a shared delusion, and then there's a few people witnessing the delusion and isolated, unable to exchange words or anything. That sense of being alone in a crowd is profound, and that really was how that meeting felt. And in a crowd of people who are supposed to be your colleagues. Yeah, who are sleepwalking. Is Harvard University really holding its president, Claudine Gay, Dr. Claudine Gay, to the same standards when it comes to the plagiarism that it would assail for students committing the same offense? You might recall Dr. Gay, along with the presidents of MIT and Penn, giving generally seen as disastrous testimony on Capitol Hill earlier this month. They failed to explicitly say that calling for the genocide of Jews on campus would violate their campus's codes of conduct. Now that, as well as Gay's commitment to progressive policies, have made her many right-wing enemies who have recently raised issues about her scholarship. But regardless of the provenance of these allegations, there is also the matter of whether or not they're true. Tonight, Harvard President Claudine Gay back in the hot seat over more allegations of plagiarism. First reported by the student newspaper, the Harvard Crimson, the leader will request 3 corrections to her PhD dissertation from 1997, less than a week after the university announced Gay submitted 4 corrections to other articles she'd published, due to a review by Harvard's governing body. In a statement to multiple news outlets, Harvard says the university reviewed more of Gay's academic work, and that the president plans to update her dissertation to correct instances of, quote, inadequate citation, stopping short of calling it plagiarism. It makes my blood boil. I have never heard of a situation where you're supposed to go back and make corrections. Dr. Carol Swain, a former political science professor at Vanderbilt University. The original Crimson investigation found 2 passages in Gay's writing similar to hers. She says they were plagiarized by Gay. Anyone caught in the situation that she's in should immediately be dismissed, or they should resign. And I'm kind of miffed with her, because she's been caught red-handed. Given that this is appearing to be a repeated offense on her end, I mean, are you concerned, or how does it make you feel that Harvard is calling it inadequate citation? Well, I think it's elitism. They're going to redefine plagiarism to protect one of their own. Something about their elitism, that they don't believe that they have to meet the same standards as everyone else. Gay has not responded to NBC News' request for comment, but she previously told the Boston Globe, "I stand by the integrity of my scholarship. Throughout my career, I have worked to ensure my scholarship adheres to the highest academic standards." This development prompting a House committee to widen an existing probe of Harvard over anti-Semitism after Gay seemed to dodge a question over whether students calling for the genocide of Jews should be punished. I have sought to confront hate while preserving free expression. This is difficult work, and I know that I have not always gotten it right.
That probe will now include an investigation into allegations of plagiarism. The Education and Workforce Committee chairwoman, Representative Virginia Fox, sent a letter to Harvard demanding more information about the unequal application of Harvard's honor code, adding an allegation of plagiarism by a top school official at any university would be reason for concern, but Harvard is not just any university. It styles itself as one of the top educational institutions in the country. To the fallout at Harvard after University President Claudine Gay resigned Tuesday as she faced mounting plagiarism accusations and criticism of her handling of anti-Semitism on campus. Selena Wang is in Cambridge, Massachusetts with more for us this morning. Good morning, Selena. Hey, good morning, Michael. This was a stunning fall from power. Claudine Gay became Harvard's president just 6 months ago with high expectations, but now she's become the shortest serving one in the university's history. Faking disabilities, photoshopping faces onto different students' bodies, paying millions in bribes. All of this was allegedly part of a scam to ensure that kids from rich American families got into college. We have the facts. In conversations with parents recorded by the FBI under a court-approved warrant, admissions consultant William Singer described the process. The front door meant getting into college on their own. Most students take the SAT or the ACT, write essays, and get recommendation letters, all factors that would help a student's admission. The average cost for an SAT or ACT tutor can range anywhere between $50 to $200 an hour. But as colleges have been getting more competitive, especially in the elite schools, some of the wealthiest families have discovered loopholes. The back door is institutional advancement, one of which is becoming a major donor to colleges. The nation's wealthy buy their children into prestigious schools with tax write-offs and other donations. Now, there's this side door. It's the door that admissions consultant William Singer had on getting his clients into college. The key to the door had a price, anywhere between $15,000 to $75,000 per test. Here's how Singer did it. The first of which, bribing college exam administrations. Singer's sham college counseling group would help set up bribes to administrators of the SAT and ACT. These administrators would take the test for the students or give them the answers during the exam. And in some cases, their tests might be revised after. Standardized exams would generally take place in large group sessions. Those students with disabilities are allowed extra time. That meant parents would have to lie about their children having a learning disability. Universities and colleges who compete in sports nationally have special slots designated for student athletes. Typically, the academic requirements for such slots are less stringent than they would be for a traditional student. Parents paid Singer between $100,000 and $6.5 million to carry out the athletics admissions scheme. In exchange, coaches would reserve an admission slot for sports that students wouldn't even play. On some occasions, photos of athletes were doctored using Photoshop. Despite the tabloid details, the ones who this scandal really affect are lower income and middle income students who don't have the advantage of donating a building or paying thousands to cheat. A flurry of new indictments today ensnaring celebrities, CEOs, college coaches in a massive scheme to game the college admissions system. Felicity Huffman, an Academy Award nominee, and Lori Loughlin, the actress of Full House and Fuller House fame, just two of the more than 40 alleged participants in a wide-ranging conspiracy to cheat, bribe, and lie to get the children of the super rich into elite university. Here's Andrew Lelling, U.S. Attorney for the District of Massachusetts, and the FBI Special Agent in charge, Joseph Bonavolonta. We have charged 3 people who organized these scams, 2 SAT or ACT exam administrators, 1 exam proctor, 1 college administrator, 9 coaches at elite schools, and 33 parents who paid enormous sums to guarantee their children's admission to certain schools. This is not a case where parents were acting in the best interests of their children. This is a case where they flaunted their wealth, sparing no expense, to cheat the system so they could set their children up for success with the best education money could buy, literally. Some spent anywhere from $200,000 to $6.5 million for guaranteed admission. Their actions were, without a doubt, insidious, selfish, and shameful. CNN's Bryn Chingers joins us now live from Boston. She was right there as this was unveiled. Bryn, wow.
Yeah, exactly, John. I mean, how elaborate this scheme was, according to federal officials, that's what strikes me most. We're talking about just an enormous amount of people involved and now arrested. In some cases, some have already pled guilty, but also just how detailed these schemes were. Now, again, let's talk about the center of this all. His name is Rick Singer. According to authorities, he's already pled guilty to some federal charges, and he basically set up a nonprofit, and parents would come to him and basically ask for his help to get them into elite universities. We're talking about USC, Georgetown, Yale University, and he did it in two different ways. One route some parents would take is basically have their kids take SATs, ACTs, entrance exams, and he would either have someone who was very smart, as authorities say, retake those tests, changing some of those answers in order to get a higher score for those admission tests. In some cases, they would have their daughter or son go to a therapist and get more time to take those entrance exams. That was one route. Another route, according to federal authorities, was this singer would get in touch with athletic coaches at these universities and have students admitted through the athletic route, sometimes even faking pictures of these students as athletes, and basically bribing these athletic coaches to help these students get in that route. I know two names that we've been talking about who were parents that have been arrested is Felicity Huffman, an Academy actress, a nominee. Of course, we know her from Desperate Housewives, among other movies and shows. And then Lori Loughlin, we know her, of course, from Hallmark movies, Full House. She was the mom in Full House. According to these court documents, they took two separate routes. Felicity Huffman, if you go into these court documents, basically asked for Singer's help, allegedly, to take the tests for her daughter and declined to have him do the same thing for her second daughter. And federal authorities actually said they're not sure why she changed her mind for the second time around. When you look at the charging documents for Lori Loughlin, they said that they used Singer's help in order for her daughter to get into USC through Crew, even though she had no talent whatsoever with that sport. So again, a lot of details just came out in that news conference, and it's just mind-blowing, the amount of money that was pushed around, how many people were involved, the fact that even some of the children knew that this was happening, some of the children don't. Some of these students are still in colleges, but important to note, John, that according to these authorities, these universities that were involved had no knowledge of this, but this investigation is still ongoing. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 28 janvier 2024, la tyrannie du mérite universitaire, focus sur la religion du bobo urbain éduqué, études sociologiques et théologiques derrière la culture de la tyrannie universitaire des alphabet people, une inflation des diplômes qui est néfaste pour les individus et pour la société, malgré la présomption de croire que c'est une bonne idée. Hein? Le mérite, un bon poste, si tu le mérites, ça vaut la peine. Hein? C'est une bonne idée. Non, c'est une fausse bonne idée. La méritocratie qui se prétend aristocratique par son effort et son travail. Mais ce n'est qu'ultimement qu'un régime orthodoxe infantilisant, ce que Mathieu Bock-Côté appelle le totalitarisme sans le goulag. Donc, merci aux patriciens qui rendent mon travail possible. Je vous rappelle que l'émission est visionnable en direct sur Twitter, YouTube et yanrochdy.com, mon site web. Ensuite de ça, durant la semaine, je switch ça pour membres seulement. Donc, pour voir le contenu passer une certaine limite, là, je fais un segment gratuit sur YouTube. Pour voir passer ce segment-là, il faut devoir sortir votre portefeuille et débourser quelques dollars, 5 $ par mois, un café par mois, pour vous abonner sur yanrochdy.com. Vous voyez ici j'ai pas... j'ai pas mis de thumbnail sur le podcast pour ceux qui apparaissent pas. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube. 5 $ par mois aussi.
Et vous pouvez aller aussi vous abonner et partager le contenu sur Twitter. Vous pouvez vous abonner sur mon infolette, Substack, yanrojdi.substack.com. Toutes les adresses, tous les liens sont dans la description du vidéo, dans le bas de l'écran. Si vous abonnez à un endroit, je vous donne accès à mon site web en plus. Comme ça, il n'y a pas de besoin de payer 2 fois. J'ai un nouvel abonné, juste au début de l'émission, Sébastien Savoie. Merci beaucoup. J'ai eu Danny Bérubé qui m'a fait un don et Jean Rouillard. Je vous rappelle que le début de l'année est difficile, donc si vous êtes capable de me faire un petit montant, 5, 10, 15, 20$, ça peut faire toute la différence. La semaine passée, ça a fait la différence. Merci à Danny. Donc, sans plus attendre, je parle de ce livre de Michael J. Sandel, La tyrannie du mérite. Qu'est-ce qui advient, what's become, qu'est-ce qui advient du bien commun, du common good. Il vend un peu la fin de son livre, parce que le common good, il n'en parle pas tout le long. C'est plus au dernier chapitre, aux 2 derniers chapitres. Mais, donc, c'est moi, c'est mon interprétation, hein, quand je vous parle des livres, là, vous ne pouvez pas faire tout le temps la différence entre le commentaire que je fais et ce que je cite. En général, quand je fais ça, ça veut dire que je cite ou que je paraphrase, je traduis. Donc, analyse sociologique, théologique du fameux bobo urbain éduqué. Ça fait des années que j'en parle. Hein. J'en parle depuis au moins... Je pense que la première fois que j'en ai parlé, c'était autour de 2014-2015. Ça fait quasiment une décennie. C'est mon terme le plus développé. On va parler de ses croyances, du discours, des pratiques, des rituels, des rites, du culte, des symboles, de la morale du bobo urbain éduqué, qui, comme nouvelle religion, est directement responsable de la réaction nationale populiste. Ça, c'est comme ça que Sandel l'étiquette au début. Donc, les responsables de Trump, responsable du Brexit. Le livre a été écrit en 2020, donc pendant la pandémie. Pendant l'année, il a écrit ça. Et là, il commençait à essayer de comprendre. Parce que Sandel, c'est un libs, c'est un gauchiste. Un gauchiste américain, American style. Et là, c'est un des gauchistes old school qui est en train de revisiter le passé pour essayer de critiquer certaines dérives qu'on a vécues depuis avant ma naissance. Moi, je suis né en 86 en passant. Donc, ce qu'il voit, c'est que on a eu, malgré tous les programmes gauchisants, une augmentation des inégalités et en plus, une perte de dignité vécue par les électeurs de Trump et du Brexit. Mais les gauchistes, entre eux, parlent des inégalités, ça c'est correct, puis ils disent, pour combattre ces nouvelles inégalités-là, il faut plus de gauchisme. Ils occultent la deuxième partie, et qui est plus importante. C'est la perte de dignité vécue par les working people. Les gens comme vous et moi qui n'ont pas de diplôme universitaire. 70% de la population aux États-Unis en passant. Donc, c'est occulté. Par exemple, les morts de désespoir, Death of Despair. Moi, j'en parle. Puis des grands statisticiens comme Guillaume Marois au Québec disent que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps de parler de cette épidémie de mort de désespoir. En tout cas, Sandel, gauchiste, old school à la Kennedy. Donc, on peut ne pas aimer les Kennedy à 100%. Moi, je les tiens à distance. Sur certains aspects, on est d'accord. Par exemple, sur les vaccins. Mais sur, par exemple, le port d'armes, le second amendement, on sait, Robert Kennedy Jr., anti-National Rifle Association. C'est comme ça que ça marche. Donc, mais c'est important de penser contre soi-même. Donc, même si je roulais des yeux à certains moments, encore une fois, ça fait 2 livres de suite que je fais ça. J'ai été capable de passer à travers. Une chance, c'était pas un livre de 500 pages. C'est un petit livre, un essai à l'anglo-saxon.
Donc, ça se lit bien, même si tu roules des yeux. Il montre ses préjugés au niveau du COVID, du climat. Donc, pour lui, c'est un fait que les changements climatiques sont créés par l'homme et qu'il faut combattre les changements climatiques. Et évidemment, ses préjugés contre Trump. Tout c'est transparent dans le livre. Au moins, il le reconnaît. Sauf au niveau du climat. Au niveau du climat, il ne le reconnaît pas. Ses critiques contre son camp sont sauvages. C'est ça qui est le plus hot. C'est pour ça que ça a valu la peine, je le termine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un podcast de ma série Qu'est-ce qu'un citoyen chrétien? C'est mon deuxième masterclass. Le premier, c'était sur l'État profond. En l'occurrence, le citoyen chrétien doit reprendre contrôle de son éducation, son travail et sa famille. Sinon, nous ne serons plus des démocraties. On doit reprendre l'éducation, le travail, la famille en charge. On doit les reprendre des griffes de l'État remplis, infiltrés de bobos urbains éduqués. Donc, c'est un petit livre de 7 chapitres, 230 pages, toujours le même format pour Sandals. Je pense que ça fait 4 ou 5 livres que je lis de lui. J'ai lu un livre sur le transhumanisme, son livre sur la justice, son livre sur les marchés qui sont pas moraux. Fait que ça, c'est son 4e sur le mérite. Ouais, c'est le 4e que j'ai lu. Toujours même format, série de textes, comme des chroniques, là, des petits essais bien encadrés sur un sujet en particulier, bien simple, tu peux pas te mélanger. C'est un format de dialectique, donc il part à gauche, il pense l'antithèse, il fait une synthèse. Il y a vraiment un fil conducteur à travers le livre. Pèse le pour, le contre, et très académique. C'est un format académique, évidemment. Les profs universitaires anglo-saxons utilisent ça. C'est très copié même ici au Québec. C'est old school. Dès le prologue, donc l'introduction se fait avec COVID, la période COVID, la période Trump, le Brexit. Ça montre la fragilité, la vulnérabilité du système de la mondialisation et ou du mondialisme. Hein? Globalization. Parce que il y a une différence entre mondialisation et mondialisme. Mondialisation, c'est la chaîne d'approvisionnement, la logistique qui devient mondiale. Et le mondialisme, c'est un système impérial byzantin d'organisations non gouvernementales contrôlées par des intérêts oligarchiques, occultes. Et évidemment, mettant de l'avant leur idéologie à travers l'université, Hollywood, les écoles publiques, les hôpitaux, la santé publique, le climat, tout ça, là. Donc, mondialiste, c'est une partie de la religion du bobo urbain éduqué. On va voir ça aujourd'hui. Donc, en plus de cette tension entre mondialisation et mondialisme, on peut ajouter une tension entre le processus de consommateur et de producteur, qui va être central à cette religion du bobo urbain éduqué. Et évidemment, les gauchistes, les bobos urbains éduqués, les cultistes de cette religion, eux vont plutôt revendiquer des oppositions comme gauche-droite, ouvert, fermé, gagnant, perdant de la mondialisation, sans évidemment être capable d'aller plus loin que ces étiquettes-là. Parce que ce qui est central dans ce système mondialiste, c'est la notion de mérite. C'est pour ça qu'on parle de tyrannie du mérite. Donc, on est rendu à l'introduction. Après ce petit prologue, Getting in. Entrer. Comment entrer dans ce système méritocratique? Bien, évidemment,
C'est la question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Comment on devient un bon prêtre? Comment on devient un bon philosophe roi? Comment on devient un bon politicien, intellectuel, entrepreneur? Le bobo urbain éduqué a créé la théologie du succès et ce succès méritocratique s'obtient avec des peaux de mouton, un diplôme universitaire. Donc c'est centré sur l'université. En 2019, dès l'introduction, Michael J. Sandel mentionne le scandale de fraude universitaire à l'admission dans les Ivy League Schools et autres grandes universités américaines. Vous l'avez vu dans mon montage au début. Des riches, des vedettes, des académiques qui veulent à tout prix, qui comprennent que ce système méritocratique signifie que s'ils veulent transmettre un héritage à leurs enfants, il faut absolument qu'ils aient une peau de mouton à la même école que eux ont été, ou à une meilleure école qu'eux. Sinon, c'est terminé. Leurs enfants vont sombrer. Là, donc, il y a une compétition à l'admission qui a été créée pour rentrer dans ces universités-là. Et ça a été fait par générations successives à travers la construction de cette méritocratie. On va le voir, il y a une historique qui est faite dans le livre. Donc, en même temps qu'on a de plus en plus standardisé le processus d'admission, on a eu la construction de la porte de côté, la side door. Donc, l'industrie qui amène l'inflation des diplômes, une industrie de coachage académique pour les enfants de bobos urbains éduqués. C'est vraiment une église. C'est une église avec une industrie. Une industrie des indulgences bobos urbaines éduquées. Donc, la standardisation, c'est le SAT. Le SAT. C'est l'équivalent un peu de... on n'a pas d'équivalent au Québec. On a des tests standardisés dans certaines matières, au secondaire puis à l'université, au collège. Je pense aussi à l'université dans certains diplômes, certains domaines. Par exemple, pour les profs, il faut qu'ils fassent un test de français standardisé. Mais aux États-Unis, pour rentrer à l'université, tout le monde fait le même test à la fin du high school, les 2 dernières années de ton high school. Et ça te donne un score, je pense que c'est sur 1600, quelque chose de même. Puis en général, quand tu es au-dessus de 1400, tu peux rentrer dans une bonne école. Donc tu te fais coacher par des coachs qui vont t'apprendre par cœur les réponses aux questions standardisées. Tu vas utiliser Title IX, une loi affirmative action aux États-Unis, action affirmative pour valoriser la diversité dans les écoles. Donc, tu vas te trouver des excuses de minorité. Donc, tu vas te prétendre victime pour couper la ligne, rentrer plus facilement. Tu vas utiliser le système des athlètes, des étudiants athlètes, qui est en majorité utilisé par des blancs bobos urbains éduqués, si on le prend tout le système dans son ensemble et non pas seulement le basketball, le football et les autres sports les plus écoutés. Tu as aussi la backdoor, la porte de derrière, qui est les dons. Si tu es un enfant d'un éducateur ou d'un employé de l'université. Mais le problème avec cette porte de derrière, c'est que tu n'as pas le mérite d'avoir accédé, d'avoir gagné le processus d'admission. Donc, en plus de ça, le rapport qualité-prix est évidemment beaucoup plus pour la porte de côté que la porte de derrière. Donc, tu dois donner plus de dons que si tu utilises le service de coachage et de consultant pour renforcer ton dossier. Donc, ça va jusqu'à la fraude, évidemment. Donc, carrément te donner les réponses aux examens.
ou même faire l'examen à ta place. L'examen standardisé. Donc, cette éthique de l'admission, le fait que tu accèdes à cette institution qui te donne de la valeur, l'université, l'admission, c'est le premier fondement de la théologie bobo-urbaine éduquée. Soit tu as été admis, soit tu as été refusé. Si tu as été refusé, c'est parce que tu n'es pas assez bon, assez méritant. Pourquoi? Parce que l'entrée à l'université, plus le diplôme, la peau de mouton évidemment, signifie que tu mérites ton succès, ton salaire, et évidemment, le bobo urbain éduqué confond les deux. Succès, salaire. Pour eux autres, plus que le salaire est élevé, plus que c'est un succès. Je ne sais pas pour vous et moi, si tu as été forcé d'être vacciné boosté pour maintenir ton salaire, je préfère ma liberté. En tout cas, c'est pour moi. Le symbole du mérite, donc, c'est l'éthique de l'admission. C'est la théologie du bobo urbain éduqué. Le mérite est un cadeau. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, le mérite, il est deserve, il est mérité. C'est toi qui es la cause intrinsèque de ce mérite. Avant, c'était un cadeau. Aujourd'hui, c'est sur le nombril du bobo urbain éduqué que tout se repose. Donc, durant l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, pour les humanistes de la Renaissance, pour les sages de l'Antiquité gréco-romaine, les valeurs d'une personne, les qualités méritantes, les vertus d'une personne, d'un individu, reposaient soit sur la grâce, la fortune, la chance. Aujourd'hui, non, c'est le talent individuel qui revendique la puissance du mérite. Le bobo urbain éduqué rejette ces catégories, grâce, fortune, chance, pour obséder sur son nombril, ses capacités, ses choix, son travail, ses efforts. Donc, c'est une théologie, évidemment, anti-chrétienne, parce que ça repose sur des péchés, hein? La fierté, l'orgueil. Je ne sais pas pour vous. La fierté, l'orgueil du bobo urbain éduqué qui se croit un homme fait par lui-même, un peu comme un sorcier ou un magicien. Ces croyances insultent les non-éduqués et les diplômés, les démoralisent, créent du ressentiment, créent des frictions dans la société, déconstruit la démocratie. Chapitre 1, les gagnants et les perdants. Donc, encore une fois, Sandel revient sur le constat national populisme, Trump, Brexit 2016, de 2016 à 2020. Ce qui est arrivé donc en 2016 et 2020 nous pousse à reconnaître qu'il y a des requêtes, des griefs, des grievances de la population, des demandes, mais c'est des demandes qui ne sont pas seulement économiques. C'est ça que beaucoup de bobos urbains éduqués refusent de reconnaître. Ils disent tout le temps, avec plus d'argent, on va résoudre les problèmes. Non, c'est aussi culturel et moral. Ce qui s'est passé depuis une décennie, c'est un problème d'estime sociale, de dignité, comme j'ai dit tantôt. Et parce qu'on a de la misère à étiqueter ça, là je suis d'accord avec Sandel, beaucoup de gens, on ne dira pas de nom, nomos, beaucoup de gens, des théoriciens du grand remplacement par exemple, qui cherchent des boucs émissaires. Si ça va pas bien, c'est à cause des minorités, c'est à cause des immigrants. Hein? Je dirais pas de nom, nomos. Donc, ça c'est le premier
mauvaise étiquetage, mauvaise analyse, la première mauvaise analyse. La deuxième mauvaise analyse, c'est de critiquer la mondialisation. Hein? On confond mondialisation, mondialisme, et on veut fermer la mondialisation. Mais non, calme-toi les choses. Il y a des choses qu'on peut faire sans détruire la chaîne d'approvisionnement mondiale. OK? On peut se calmer. Calme-toi. Calme-toi. Oui, ça fait partie du problème global. Les immigrants, les musulmans, les hordes de morts-vivants et de zombies, comme j'en parle souvent, les hordes de barbares. Oui. Oui, certaines technologies sont néfastes aussi. Par exemple, je vous en parle souvent des smartphones sur le sommeil, les réseaux sociaux chez les enfants et les jeunes filles surtout. Mais on peut pas balayer ça du revers de la main et juste dire non en chignant comme un enfant qui fait sa crise. Et surtout, beaucoup de ces phénomènes-là sont des effets et non des causes. Pas parce qu'il y a de l'immigration de masse qu'on a... c'est pas l'immigration de masse la cause de nos problèmes présentement, c'est l'effet de nos problèmes. Nos problèmes étant mauvaise éducation, mauvaise désindustrialisation et évidemment effondrement de la fertilité et de la famille. Avec le tribunal de la famille et tout ça, si tu mets tout ça ensemble, on peut régler le problème sans fermer les robinets. En tout cas, il y a derrière le national-populisme une guerre culturelle et morale qui dépasse ce que nous avons comme thème dans les discours publics. Donc, la théologie bobo-urbaine éduquée est fondée sur l'éthique de l'admission, c'est le premier fondement. L'éthique de l'admission universitaire, qui est sur le mérite. Donc, c'est l'élite technocratique qui doit définir le bien commun selon la théologie du bobo urbain éduqué. Donc, puisque c'est eux qui méritent d'être en haut dans la société, c'est eux qui vont définir le bien commun. Nous, les non-éduqués, nous ne pouvons pas définir ce bien commun-là. Nous ne savons pas c'est quoi. Donc, le système de la méritocratie définit qui sont les gagnants et les perdants. À travers l'admission universitaire et évidemment, la sanction ultime, ça va être dans les marchés. Les marchés mondialisés vont être l'outil du technocrate pour forcer, pour réimplanter, construire leur vision du bien commun. Donc, les origines de la technocratie, c'est pas très mentionné dans le livre, l'histoire cachée de tout ça, mais il a la même date que moi. Donc, l'origine de la technocratie méritocratique pour Sandel débute des années 80 avec Reagan Bush. Donc, à l'époque où la CIA avait pris le pouvoir, avec William Bill Casey, le chef de la CIA. En même temps que ça, tu as eu une infiltration des syndicats de profs, des départements de la justice, départements de la santé, services sociaux, des universités par les marxistes, la génération de Barack Obama. Tout ça, ça s'est passé dans les années 80, à partir des années 80. Sandel retrace les discours politiques des personnages influents, donc les présidents, des chefs d'État, États-Unis et ailleurs. Et pour lui, le langage technocratique est apparu à la même époque, les années 80. Cette vision méritocratique
est issue d'une rhétorique de l'ascension. Ça, c'est un terme de Sandel. Rhétorique de l'ascension. Rhetoric of Rising, qui est une idée culturelle américaine. Parce que la rhétorique de l'ascension, à l'origine, à travers le livre, Sandel va faire toute l'histoire de ça, à 3 ou 4 moments. Ça vient d'un poème qui est fin 19e siècle, American Dream. Le rêve américain. Le rêve américain a été utilisé comme notion politique pendant quasiment un siècle. Et là, il a lentement muté dans ce que Sandel appelle la rhétorique de l'ascension. Qui sonne évidemment comme une fausse notion fausse. Aujourd'hui, pour ceux qui ont goûté à la médecine de l'université, que ce soit avec leur diplôme ou sans diplôme, moi je l'ai vécu sans. Beaucoup de personnes avec aussi qui voient aucune utilité au diplôme universitaire. Quand on analyse les statistiques des étudiants, l'origine des étudiants, on voit une augmentation des inégalités socio-économiques malgré toutes les aides financières, toutes les aides à l'admission. Donc, à l'université, il y a de plus en plus seulement que des enfants de bobos urbains éduqués. C'est très drôle. C'est très, très drôle. Donc, la rhétorique de l'ascension basée sur le concept de mobilité sociale. Mobilité sociale en effondrement aux États-Unis. Mobilité sociale qui est plus faible qu'au Canada, en Allemagne et au Danemark. Pour permettre l'entrée au collège et à l'université, on a donc standardisé et facilité l'accès à l'université, mais en fait, ça a solidifié les inégalités. Transmission donc on a essayé de lutter contre une transmission d'une aristocratie héréditaire, mais en fait, on a juste conforté l'aristocratie héréditaire du 19e siècle dans les grandes écoles aux États-Unis, ce qu'on a appelé les Ivy League et autres grandes écoles, les boarding schools et autres. Donc, c'est Sandel lui-même qui l'a dit. Le système actuel est comparable au système du 19e siècle aristocratique. Donc, l'éthique méritocratique, c'est bien beau dans l'idéal. Donc, si quelqu'un mérite avec son dossier scolaire, avec ses qualités personnelles, avec ses connaissances, ses fonctions cognitives, tout ça ensemble, son CV, il mérite d'avoir un poste. Oui, ok. Si le système était parfait, on pouvait noter tout, puis on pouvait choisir qui était au meilleur endroit, meilleure place, un peu comme un système cybernétique. Oui, ce serait beau le système méritocratique, mais en pratique, ça ne fonctionne pas. Même avec toutes les nuances qu'on peut faire, et il y en a plusieurs philosophiques des nuances au système méritocratique, le résultat pratique de ça, pragmatique, le résultat ne fonctionne pas. Ça crée plus de problèmes que ça en résout. C'est une fausse bonne idée parce que, premièrement, les gagnants de ce système méritocratique jugent que leur hubris, leur ego, mérite ce titre de gagnant-là, ce ruban, ce trophée. L'argent, la réputation, la job. Et tout ça, c'est centré sur le nombril. On oublie toute notion de chance, de fortune, de grâce divine. En passant, fortune, c'est pas comme fortune richissime, non? C'est fortune dans le sens, au Moyen-Âge, en Antiquité, quand les gens disaient, c'est des choses qui arrivent, des coïncidences, des tragédies, c'est la grâce de Dieu,
c'est le projet de Dieu, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est la fortune. On essaie d'expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est à ça que ça sert. Ben, on oublie tout ça. Par exemple, les profs que tu as rencontrés dans ton passage scolaire, dans ton cheminement scolaire, qui t'ont donné un petit poussée dans le dos. Par exemple, des rencontres qui t'ont permis d'avoir une job. Par exemple, des donateurs qui donnent quasiment plusieurs milliers de dollars par année depuis plusieurs années pour rendre mon travail possible. Tout ça, ça nous sort de notre nombril et ça nous fait admettre notre humilité. Je peux pas avoir créé ça tout seul. C'est impossible, c'est impensable. Donc, mais pour le bobo urbain éduqué, tout ça vient de leur nombril, un peu comme s'ils étaient Anakin Skywalker ou Harry Potter. Pour Michael J. Sandel, page 26, la survalorisation du diplôme universitaire affecte l'estime sociale et de la population et est directement au cœur du backlash national populiste 2016 Trump-Brexit. Évidemment, ce sentiment d'humiliation vécu par la survalorisation du diplôme universitaire serait derrière, pour Michael J. Sandel, derrière le rejet des changements climatiques. Encore une fois, j'ai roulé des yeux. Donc, les changements climatiques, c'est une croyance eschatologique. Sandel ne le reconnaît pas encore. Selon Sandel, Trump... Ah oui. Trump qui se retire des accords de Paris de 2020, c'est pas une question de suicide économique. C'est une question de perte de dignité à l'international. Donc, c'est parce que Trump voulait pas être soumis au mondialisme que Trump s'est retiré des accords de Paris. Donc, il n'a pas compris, Sandel. Il n'a pas compris. Le mérite technocratique et les jugements moraux dans l'histoire. Donc, la notion de mérite n'est pas sortie du cul des marxistes. Donc, il y a eu plusieurs essais, tentatives historiques pour essayer de justifier des inégalités dans des systèmes aristocratiques ou oligarchiques ou tyranniques ou monarchiques. Donc, Sandel fait des petits parallèles historiques avec la Chine, le taoïsme, le confucianisme, qui accordent beaucoup de valeur aux hiérarchies. Sandel parle aussi de la Grèce et de la fondation des États-Unis. Les pères fondateurs américains revendiquaient que les États-Unis étaient un système d'une aristocratie naturelle. Donc des gens de mérite, men of merit, qui ont construit le système de la République américaine. À l'époque, ils partageaient pas beaucoup de choses. Donc, par exemple, si on parlait de religion, il y avait beaucoup de sectes chrétiennes différentes aux États-Unis. Il y avait 13 colonies, il y avait, et plus en plus quand ils sont rapprochés de la fondation en 1776. Et ensuite de ça, le projet politique de chacun de ces États-là était éminemment différent. Donc, tu avais des Commonwealth, tu avais des États qui étaient plus esclavagistes. Tu avais beaucoup de systèmes différents, mais ils partageaient au moins la même idée du bien commun. Donc, no taxation without representation. Pas de taxation sans représentation. Et
leur réussite, la victoire contre la monarchie anglaise, britannique, le mérite des États-Unis, le mérite des hommes de mérite américains, découlait donc non pas d'un succès à l'admission universitaire ou du nombre de lingots d'or ou d'esclaves. Non, c'était moral and civic virtue. Donc le bien commun et le mérite s'étaient attachés à une notion de morale et de vertu civique. Le mérite technocratique, quant à lui, il sépare ce lien. Donc, le mérite, la notion de mérite, n'est plus liée à la morale ou à la vertu civique d'un individu pour les bobos urbains éduqués. C'est une autre chose. Le mérite, c'est l'expertise. Le mérite individuel, c'est la peau de mouton. Le mérite de la société, c'est la croissance économique, le produit intérieur brut. Le mérite des podcasters, c'est le nombre de views, c'est le nombre d'abonnés, c'est le cash que tu fais avec ton podcast. Je sais pas si vous voyez le parallèle que je fais. Donc, c'est la fin de la partie gratuite. Hey, encore 1 heure, comme d'habitude, 1h01. Pour voir la version complète du podcast, je vous rappelle, très important, excusez-moi, vous abonner à mon site web yanrojdi.com, vous abonner sur YouTube, vous voyez ici se joindre à côté de l'image, le bouton il flash maintenant, se joindre 5$ par mois. Vous pouvez aussi vous abonner sur Twitter pour m'aider à dépasser le ciel étoilé des bobos urbains éduqués. Vous pouvez vous abonner à mon infolettre Substack pour suivre les podcasts que vous avez peut-être ratés ou réécouter les podcasts que vous avez bien aimés. Tous les liens sont dans la description du vidéo, dans la bas de l'écran. Donc, on est rendu pour la technocratie, pour la théologie du bobo urbain éduqué. Le politicien et l'économiste sont confondus. Parce qu'évidemment, comme je vous ai dit, le